Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet événement, les technologies numériques et la mort, donc qui se fait en collaboration avec le Centre de recherche culture, arts et société à l'UQAM. L'événement sera enregistré et nous allons vous proposer l'enregistrement et la présentation qui sera faite sur la page de l'événement euh, dans les jours qui vont suivre. La proposition, c'est que Mouloud et Joseph vont vous présenter 5 différents thèmes par rapport à ces enjeux en fait de numérique et de la mort. Et puis à la suite de chaque question, je prendrai une ou deux questions en fonction du temps que vous aurez pu poser dans le chat. Donc en bas de l'écran sur Q&R, en fait, vous pouvez écrire si vous avez des questions tout au long de la présentation. Si on n'arrive pas à répondre à certaines questions, il y aura à la fin de l'événement aussi un document qui rassemblera ces questions-là, qui n'auront pas pu être discutées. Donc, on prévoit à peu près 10 minutes par thème, les 5 thèmes, dématérialisation, rite funéraire, deuil, passage à l'acte, liaison, et puis big data et vivre en ligne. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter, Mouloud et Joseph. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Donc je m'appelle Mouloud Boukala, je suis professeur à l'école des médias à l'UQAM, je suis co-directeur de la revue Frontières et je suis anthropologue de formation. Voici en quelques mots une présentation. Joseph Lévy, je suis aussi anthropologue et professeur associé à l'UQAM. Je suis membre du comité de rédaction de la revue Frontières. Merci beaucoup. Alors, je vous propose directement d'entrer dans la première partie, dématérialisation de la mort et stratégie numérique des acteurs de la mort. Donc, bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder la première thématique, dématérialisation de la mort et les stratégies numériques, je procédais à une brève introduction. À l'heure actuelle, tout le monde s'en rend compte, les dispositifs numériques prennent de plus en plus de place dans nos vies. Et la mort se technologise de plus en plus. Ce qui entraîne un renouvellement des questions et des problématiques de la part des chercheurs, praticiens et acteurs du funéraire. Des questions comme quelle est la signification du mourir sur le web? Comment investir des espaces numériques où les traces du mort persistent, tandis que certains endeuillés voudraient les voir disparaître à jamais? Donc, avec cette submersion du numérique, les frontières sont redéfinies entre tout ce qui touche présence et absence, oubli et éternité, sphère numérique, sphère publique et privée, liberté et normativité. Cette dimension, cette surdimension du numérique dans nos vies sociales, et plus particulièrement dans le champ de la mort, amène des nouvelles reformulations, des nouvelles dynamiques, notamment tout ce qui touche les ritualités funéraires, qui changent dans leur mode d'expression. Et on observe également des répercussions de la pandémie, de la Covid-19, qui ont placé les dispositifs numériques au cœur de la vie sociale et modifié le rapport à la mort. Donc, on arrive à notre première thématique, dématérialisation de la mort et stratégie numérique des acteurs de la mort. Ce qui est important de rappeler, c'est que la mort constitue un marché, avec ses spécificités, dont une économie de la captation, associée à la mise en œuvre d'agencements socio-techniques, organisant la canalisation des clients vers un prestataire unique. Ça veut dire quoi, ça? En substance, on a une industrie de la mort numérique qui se développe de plus en plus, et on assiste à des nouvelles entreprises qui rompent et qui, avec les prestataires de marché et de services traditionnels, les professionnels du funéraire, et qui proposent de nouveaux services en lien et grâce par le net. Ces jeunes entreprises ont non seulement dû assurer leur offre de services en ligne, mais aussi développer des stratégies de communication organisationnelle et de création publicitaire inventive. Elles mobilisent l'humour également pour attirer des clients et pour promouvoir leurs activités. Et là, elles proposent toutes sortes de nouveaux aspects, notamment les death books,
les livres de mort ou des campagnes de sociofinancement par le net qui permettent d'aider les familles endeuillées. Donc la mort, c'est une manière de gagner sa vie, une illustration assez rapide. D'autres acteurs en amont et en aval du processus de la mort sont aussi aux prises avec ces nouvelles réalités. Là, on pense à tout le personnel soignant, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychologues en soins palliatifs qui doivent désormais agir avec des technologies d'accompagnement à distance pour que les proches qui sont dans une autre localité puissent voir une dernière fois l'être aimé et lui dire adieu. Donc voilà une image qui traduit un peu cette idée d'utilisation d'un téléphone portable pour un téléphone intelligent pour communiquer avec un proche qui ne peut pas pénétrer soit dans l'hôpital ou qui se trouve dans une autre localité. Se retrouve particulièrement visible, comme vous le savez, avec la pandémie de la Covid-19. Celle-ci a amplifié l'utilisation des technologies de communication pour pallier les mesures de distanciation physique et en particulier dans le champ des relations en fin de vie et des rituels mortuaires. Donc les intervenants en santé peuvent aider à transmettre des messages des familles aux patients ou utiliser leur téléphone comme moyen de communication entre ces personnes. On a remarqué aussi qu'un téléphone pouvait être accroché au support d'une perfusion intraveineuse afin de permettre une communication. Et des logiciels de vidéo pour une conversation virtuelle peuvent être ainsi employés. Ces stratégies étaient plus facilement disponibles en début de pandémie, puisque l'augmentation du nombre des patients dans les hôpitaux rend le contexte de travail peu favorable aux tâches qui ne sont pas directement liées à la santé physique des patients. Donc, on aurait peut-être une atténuation des usages dans le milieu hospitalier. Merci. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions. Vous pouvez utiliser la fonction conversation en fait plutôt que Q&R. Et puis, je les prendrai donc pour les prochaines étapes. On va passer donc à la deuxième partie sur les rites funéraires. À toi, Mouloud. Désolé, j'avais coupé mon micro pendant que Joseph parlait. Donc on est dans la deuxième section, les rites funéraires, et puis on aborde plus spécifiquement les deuils transnationaux. Donc dans les rites funéraires, on va voir plusieurs modalités transnationaux, locaux, liés à la Covid-19, publics et mondialisés. On les a déclinés ainsi. Donc on observe l'usage des technologies numériques dans la gestion des deuils transnationaux, liés notamment au mouvement migratoire et à l'installation de groupes ethnoculturels divers dans des pays d'accueil. Donc là, on peut voir des immigrants connectés, c'est assez facile, on assiste à des cérémonies de deuil où on filme, on enregistre avec un téléphone portable. Les technologies, les TIC permettent de suivre des funérailles avec la mise en place de cérémonies simultanées ou différées. Donc on peut suivre un rite funéraire soit avec FaceTime ou Skype, en direct ou enregistré. Et les TIC jouent également un rôle important dans le support aux endeuillés, à travers des plateformes qui sont plus collectives, mais également à travers des forums de discussion. Il faut que tu réactives ton micro, Joseph. Pardon. Pour les deuils locaux, on parle de décès qui interviennent dans un endroit particulier et qui vont utiliser des réseaux sociaux comme Facebook, MySpace pour exprimer les affects de deuil, mais dont les normes et les règles restent encore à mettre en place, comme l'a montré une recherche de Miles et de Millerand.
Ils ont montré que les pratiques de deuil en ligne sur Facebook, suite à la mort d'une jeune femme, renvoyaient à 4 formes dominantes qu'ils ont retracées. La première, c'est ce qu'ils ont appelé les cartes de vœux. C'est présente sous 2 formes. Une première forme qui est une expression de condoléances à la famille de façon brève de la part des personnes non proches de la famille selon un modèle plutôt stéréotypé comme par exemple je présente toutes mes sympathies, ou une expression plus large à la fois au moment du décès ou au moment des activités liées au cycle des fêtes et des anniversaires de naissance et de décès. Et là, c'est beaucoup plus amplifié puisque l'entourage familial, amical et professionnel peuvent se manifester et comme forme de partage de la perte et de son souvenir. Donc, il y a une dimension dans le temps plus explicite. Le deuxième modèle ou deuxième usage, c'est le journal personnel. Donc, ça renvoie à des expressions textuelles plus amples qui impliquent des sentiments, des partages d'événements quotidiens et des demandes qui sont adressées à la personne décédée, en particulier par le père. Une troisième modalité, c'est l'utilisation d'expressions textuelles pour exprimer des prières ou des demandes. Donc, des requêtes à la personne décédée à qui on demande d'intercéder pour résoudre un problème personnel ou social, pour demander une aide psychologique pour résoudre une tension ou un besoin personnel, ou là aussi une prière religieuse, donc demander à la personne de superviser les personnes vivantes ou de les protéger. Et le quatrième modèle, c'est ce qu'on appelait la mnémothèque, c'est-à-dire le rajout de mémentos, des textes, des vidéos, des photographies, soit de façon volontaire, donc il y a une préservation des traces qui sont laissées par la personne décédée, ou selon les auteurs involontairement, sous la forme de commentaires et de récits à propos des documents archivés, photos et vidéos, donc qui permettent de relancer un petit peu les modalités d'expression. Donc cette analyse met en évidence des rapports complexes entre la personne décédée et son entourage et entre les membres de son réseau qui tient dans le temps et donc qui dépasse le moment de deuil formel et important pour se maintenir sous des formes diverses pendant une longue période. Je profite peut-être pour poser une première question. Est-ce qu'au niveau de la temporalité, vous avez l'impression que c'est différent d'un deuil qui se faisait traditionnellement en personne? Ou comment ça se passe en fait? Mais moi, je crois que la différence, c'est le fait que le recours aux réseaux sociaux amplifie l'utilisation des messages. Sans doute que avant, ou disons dans les endroits, pour les deuils locaux où il n'y avait pas ces modes de transmission, il y avait sans doute un rappel, mais ne prenait pas une forme aussi élaborée, par exemple, toute la mise en place des vidéos, des textes, des commentaires, etc., sont plus amplifiés sur les réseaux sociaux que ça pouvait l'être dans les relations interpersonnelles. Certes, on peut aller voir des albums de photos ou souvenirs de la personne, mais là, ça prend des formes beaucoup plus diversifiées. Ça pouvait être le cas dans les décès traditionnels. Merci. Et une question de Soumia qui demande ces observations sont pour quelle religion, quelle culture? Il ne s'est pas précisé sur le site, dans la recherche, mais comme c'est au Québec, les probabilités sont que
devaient être des gens d'origine ou de culture chrétienne. Mais il n'y avait pas de, de spécification de la dimension religieuse comme telle. Merci. Donc, je propose qu'on passe à la troisième partie, dont on passe des rites au deuil. Je vous laisse... Donc, dans la COVID-19, ce qu'on voit, c'est une transformation des rites funéraires et de deuil avec les procédures de distanciation physique. Ce qu'on avait observé, ce que Mouloud rapportait, par exemple, dans le cas des rites transnationaux, va s'amplifier et se maintenir. Ce qu'on va avoir, par exemple, c'est l'utilisation de Zoom pour transmettre les rituels de purification à la famille. On va avoir un renforcement de l'utilisation des ordinateurs portables ou téléphones intelligents pour pouvoir suivre les cérémonies funéraires, puisque le nombre des personnes qui peuvent participer est réduit. On va avoir un recours à Zoom pour maintenir les injonctions entourant la période de deuil obligatoire, comme ce qu'on appelle la Shiva dans le milieu juif, donc une période formelle de deuil de 7 jours où les membres endeuillés directs et la famille élargie se retrouvent dans le même domicile, mais à cause de la COVID-19, ceci est moins possible et donc le Zoom permet de maintenir sous une forme nouvelle cette période particulière. Ce qui est aussi d'important, c'est le fait que dans la tradition juive, les prières traditionnelles pour les morts demandent la présence de 10 hommes et certaines comment dirais-je, dénominations acceptent que cette présence de 10 personnes se fasse par Zoom. Donc, on voit là comment est-ce qu'on essaye de maintenir les rituels mortuaires traditionnels tout en les insérant dans des nouvelles pratiques numériques. On retrouve la même chose, nous disons un développement avec le soutien en ligne. Là encore, des mementos partagés sous la forme de vidéos et de messages. Et ce qu'on trouve d'intéressant en Chine, c'est le fait que les personnes de la famille peuvent assister aux soins, au nettoyage des tombes à travers l'intermédiaire du personnel qui est en charge des cimetières et qui interviennent en virtuel pour transférer des informations sur les pratiques qu'ils ont en présentiel. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que se mettent en place des rites de remplacement qui sont axés sur le virtuel, donc des formes d'hommage, de repas partagés sur Zoom, des allumages de bougies virtuelles qui permettent de maintenir ces rites. Pour les deuils publics, alors on passe à un autre niveau d'analyse, on appelle deuil public, donc ceux qui affectent la mort de personnalités célèbres et connues internationalement. On a par exemple une étude qui a été faite sur Steve Jobs ou des artistes, par exemple Michael Jackson et un artiste indien qui s'appelle Om Puri, qui a une carrière cinématographique internationale et qui sont considérés comme des partenaires parasociaux. L'étude de Rajan et Sarkar ont repris ces éléments pour montrer comment il existait par rapport à la mort de Steve Jobs des expressions variées du deuil et 7 types de messages ont été dégagés. Alors, le premier type, c'est la reconnaissance du lien avec la personne décédée. Donc, les gens vont exprimer le fait que Steve Jobs n'est pas simplement quelqu'un comme ça, mais qu'il a eu un impact sur leur vie, ce qui se manifeste par une admiration et des louanges sur Steve Jobs.
Un troisième élément, c'est l'expression personnalisée des sentiments et de l'état mental dans lequel se trouve la personne en deuil. Donc, il va exprimer l'importance de la perte, dire combien il est bouleversé par cette mort, etc. Il va avoir aussi des messages qui vont suggérer des activités ou des actions à mener pour propager les idées, les projets, les idéaux de la personne décédée. Donc, par exemple, de faire connaître l'œuvre de Steve Jobs, de poursuivre l'idéal d'innovation, etc. Il va avoir aussi un mode de gestion qui est focusé sur les émotions, ce qu'ils appellent emotion focus coping. Donc, ça va être le rapport et une mention de vie dans l'au-delà, une gratitude pour cette relation, une reconnaissance pour l'apport au plan éducatif et les qualités de la personne décédée et ce qu'elle a apporté à la personne en deuil. Il va avoir une affirmation de l'intensité des relations passées et en fait, et en dernier lieu, une affirmation du maintien des relations par le rappel de l'identité et des caractéristiques de la personne décédée. Donc, si vous voulez, il y a une réitération constante des effets que la personne décédée a pu avoir. Mais certains chercheurs remettent en question l'authenticité de l'expression de ce deuil pour parler plutôt d'un simulacre et simplement d'une conformité à une désirabilité sociale face au deuil sans que le deuil n'ait effectivement le même impact que celui que pour une personne proche de l'entourage. Alors, une autre étude, celle qui a été faite par les deux chercheurs sur Hommes pourris, rejoint cette catégorisation et insiste sur des éléments complémentaires. Le fait que, par exemple, sur Twitter, les messages sont un moyen d'auto-révélation de soi et d'auto-représentation de soi. Et c'est un espace d'expression permettant le deuil et la commémoration collective. Alors, on voit que ces études ont porté d'une part sur une personne connue pour ses innovations ou pour un artiste, mais on pourrait l'élargir en prenant deux cas contemporains et d'autres cas qui vont survenir. Par exemple, le cas de Samuel Paty en France, qui a généré un très grand nombre de réactions à la fois locales et internationales, ou la mort subite d'une figure intellectuelle internationale qui a eu un très grand rôle dans les rencontres religieuses, c'est celle du rabbin et philosophe anglais Jonathan Sacks. Donc, en prenant un axe comparatif de différentes figures dans différents domaines, on peut voir quelles sont les variations dans les messages qui sont envoyés et les modes d'expression qui sont communs et indépendants des figures analysées. Excusez-moi, donc là on aborde la dernière section des rites funéraires et deuil avec les deuils mondialisés. Donc là ce sont des deuils numériques de plus grande ampleur que sont les deuils mondialisés. C'est une expression de Sophie Penn, c'est la première qui a écrit là-dessus. Et ces ritualités numériques, elles apparaissent suite à des catastrophes naturelles, séismes, inondations. Et ces catastrophes naturelles, elles peuvent être également industrielles ou aériennes. Il y a un crash qui s'effectue, il y a un séisme ou un tsunami, et il y a des sites qui se mettent en place avec des ritualités numériques de par le monde. Donc il y a vraiment une dimension transnationale. Il s'agira alors d'appréhender les formes que revêtent ces deuils mondialisés, d'identifier les orientations que dessinent ces global groups.
en vue d'analyser leurs diverses modalités de production de liens, de discours et d'action. Merci. Donc sur cette section-là, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être comme on a un peu de temps et qu'il n'y a pas encore beaucoup d'interactions, si vous voulez poser vos questions à l'oral, vous pouvez bien sûr aussi le faire. Peut-être une question, est-ce que vous avez l'impression que cette numérisation touche tous les groupes, toutes les communautés? Ou est-ce qu'il y a certains groupes, je ne sais pas, je pense par exemple aux Premières Nations ou à des groupes particuliers qui vont plutôt éviter justement de faire des cérémonies en ligne et qui vont plutôt vraiment préférer se regrouper, si possible, physiquement? Il faut, pardon, réactiver de nouveau ton micro, Joseph. Ce que j'ai lu, c'est qu'à cause de la COVID-19 et à cause des contraintes de distanciation physique, même dans les Premières Nations, il y a des rituels qui sont faits en ligne. Parce qu'il y a une impossibilité de pouvoir réunir des groupes importants. Donc, ils feront des rituels à l'intérieur pour le petit groupe, l'entourage familial direct, et elles seront suivies à l'extérieur par un plus grand nombre de gens de la communauté, tout en maintenant, bien sûr, les distances physiques. Je vois qu'Asma a une question, si vous voulez partager. Alors, c'est une question écrite que je vous lis. Pour les personnes immigrantes, est-ce que le rôle des réseaux sociaux, qui consiste à combler leurs besoins lors de funérailles ou de deuil, qui représentent des moments importants dans leur vie, peut augmenter la perception des réseaux sociaux comme une source fiable d'informations dans d'autres situations de la vie de tous les jours? Là, j'ai pas tout saisi parce que dans la question, mais en termes de fiabilité, au début, on a abordé les stratégies numériques des professionnels du funéraire et avec des rites funéraires en ligne, il y a vraiment ceux offerts par des professionnels dans des cas particuliers et là, la dimension sécuritaire est vraiment mise de l'avant. On fait vraiment attention à qui peut participer. Les liens sont donnés. Qu'est-ce qu'on fait de l'enregistrement de la cérémonie et ainsi de suite. Donc il y a toute une dimension où là, avec des professionnels qu'on paye, qui assurent d'un point de vue la sécurité privée de la cérémonie, et d'autres fois, il y a d'autres moments dans les cérémonies qui peuvent être publics, la mise en terre par exemple, ou d'autres aspects de la cérémonie qui sont ouverts à d'autres personnes. Et là, comment ça s'appelle, les transmissions se font d'individu entre individus via des applications gratuites mises à disponibilité. Et donc là, on est vraiment sur des registres différents. Est-ce que vous aimeriez réagir, Asma, à l'oral? Alors, entre-temps, j'ai une question de Nathalie. Je ne sais pas si vous avez si vous avez la possibilité de réactiver votre micro. Je la lis. J'aimerais revenir au contexte de fin de vie en institution. Quels sont les freins institutionnels et les leviers pour utiliser le numérique? Joseph, tu veux y aller ou... Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, la fin de vie en institution, quels Oui. sont les freins et les leviers pour utiliser le numérique? Mais ça dépend dans quelles conditions. Est-ce qu'on parle de hors pandémie ou dans la pandémie? Parce que c'est clair que dans la pandémie, il y a des contraintes, particulières à cause des conditions d'isolation dans lesquelles les individus sont mis. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que ça relève plus de la bonne volonté des intervenants
et du temps qu'ils ont pour passer, pour référer à ce type de technologie. Mais j'ai l'impression donc que ça doit aller, ça doit pas, comment dirais-je, ça doit pas euh, jouer sur toutes les interventions qu'ils ont à faire. Je suppose que peut-être après la pandémie, on va réfléchir à la façon dont on devrait mettre en place des mécanismes pour permettre aux individus de pouvoir rester en communication. Maintenant, à l'extérieur de la pandémie, j'ai l'impression que dans les hôpitaux vont permettre une utilisation informelle des appareils dans des endroits qui s'y prêtent parce que les interférences communicationnelles avec des appareils ultrasensibles médicaux peuvent jouer. Alors là, les freins vont être très clairs pour empêcher qu'il y ait des interférences significatives sur des appareils médicaux sensibles. Je crois qu'il faut moduler l'utilisation en fonction des espaces, des temporalités et des contraintes médicales auxquelles les intervenants sont soumis. Après, Joseph, il y a aussi la question du temps, tu l'as soulevé. Et puis, il y a la question de l'éducation aux médias par les professionnels de santé. Quelles aptitudes et comment ils maîtrisent eux-mêmes les dispositifs socio-numériques pour pouvoir les présenter aux personnes en fin de vie et pouvoir les mettre en place. Donc ça, c'est également important. Des réactions, d'autres questions? Pas pour le moment. Je pense qu'on aura un temps à la fin éventuellement. Donc on va passer à la prochaine partie qui intègre passage à l'acte et mise à mort en ligne, puis après liaison et déliaison avec les morts. Donc là, autre section qu'on a déclinée suivant deux parties, le suicide et puis les exécutions. Là, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux numériques, c'est qu'on assiste à de nouvelles modalités qui sont collectives du mourir ensemble. Et ces pratiques mobilisent différents registres de justification morale qui méritent des approches comparées. Alors, en termes de suicide, il y a eu, dès 2004, il y a eu un suicide collectif au Japon. 7 jeunes s'étaient rencontrés via Internet pour se tuer ensemble. En 2016, il y avait eu ce fait divers qui avait été assez marquant, où une jeune adulte se suicide en direct sur l'application Periscope, une application qui à l'époque était très prisée des adolescents et adolescentes, qui permettait donc, elle s'est filmée en train de se suicider et elle avait annoncé qu'elle allait le faire. Donc des personnes ont vu en direct et ont retransmis ce qui avait été filmé. On trouve aussi l'usage de Facebook qui sert à annoncer les suicides. C'est un cas qui a été rapporté dans la presse et malheureusement pour des questions éthiques, on ne peut pas faire l'analyse du détail des messages. C'est donc un intervenant en santé qui travaillait dans un CI3S qui était confronté à des formes d'intimidation de la part de ses supérieurs sans que son syndicat intervienne. Donc, il a mis le message qu'il allait se suicider et son entourage a réagi en envoyant des messages faisant état de leur inquiétude face à cette annonce et priant la personne de ne pas passer à l'acte. Puis ensuite, lorsqu'ils ont appris des réactions à ce suicide, suivi de l'expression des émotions de sympathie. Alors, on voit là comment est-ce que l'annonce du suicide peut générer un certain nombre de réactions. Il faut aussi parler, on ne s'est pas mentionné dans le PowerPoint, les suicides suite à la cyberharcèlement de jeunes filles qui se sont suicidées parce qu'elles étaient harcelées par leur entourage
en ligne. Là encore, il y a une vidéo qui a été faite sur 3 cas qui montre comment est-ce que l'entourage, le contexte numérique peut générer le recours au suicide comme forme de solution par rapport au harcèlement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour la structuration des groupes de support, pour donc gérer le chagrin et le deuil, permettant de retrouver, selon certains auteurs, l'expérience d'une communauté de deuil. Et là aussi, ça s'appuie sur Twitter et Facebook, et c'est particulièrement intéressant de voir les développements dans ce domaine, dans le cas des régions rurales, où il n'y a pas d'accès à des services de soutien suffisants et où ces réseaux offrent des possibilités de soutien et de prévention significatives. Donc, on a, si vous voulez, cette double dimension de l'usage des réseaux sociaux, à la fois comme mode d'expression de la volonté de suicide, mais aussi comme mode de liaison entre les individus pour obtenir du soutien et de l'aide. Oui, Joseph, par rapport à la dimension suicide, il y avait une thèse de doctorat en médecine qui avait été faite sur les recherches liées au suicide sur le net, avec cette idée il y avait de la recherche sur comment se suicider également, des idées de suicide, mais également tout un autre aspect. Dans la thèse, c'était quantifier le nombre de ressources. Quelles sont les ressources pour prévenir ou éviter le suicide? On pourra donner la référence à la suite de la communication. On aborde maintenant la dimension exécution. Sur le net, il y a énormément de vidéos, de partage en ligne, de vidéos d'exécution, d'accidents, de faits divers axés sur la mort. Il y avait ce site qui est récemment fermé, mais qui en rassemblait énormément. C'était Watch People Die. Donc on se rend compte également que les auteurs de tueries en masse, avant de passer à l'acte, rédigent des manifestes écrits ou vidéos, des lettres, des blogs, des journaux intimes qu'ils mettent sur le net. Et souvent, hélas, ils s'enregistrent en train de tuer d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé avec l'Australien en Nouvelle-Zélande, qui pendant 17 minutes s'est enregistré en direct sur Facebook et qui a diffusé l'assassinat de 51 personnes dans deux mosquées de Christchurch. On a eu également un mode opératoire assez similaire avec la décapitation du professeur Samuel Paty. Joseph en parlait, où là il y a eu une mise en ligne d'une photo de cet acte qui par la suite a été relayée. Ces nouvelles pratiques invitent à s'interroger sur la manière dont se créent et se transforment les contenus en ligne. Et puis surtout, ça pose un questionnement qui est celui des modalités de contrôle de la diffusion des images problématiques. Donc, du contenu est mis en ligne, et puis on a ce qu'on appelle les curateurs de données, qui sont les personnes qui voient ces contenus en ligne, et quelles sont les personnes qui les retirent. Et donc là, on se rend compte que selon les localisations géographiques, des modérateurs de contenu sont exposés à énormément de vidéos de suicides, de décapitations, d'homicides, de mise à mort, etc. Et on s'est rendu compte que des études ont été faites par rapport à ces modérateurs de contenu qui voient du contenu violent à longueur de journée et qui présentent des symptômes semblables à ceux du syndrome de stress post-traumatique. On aborde une autre section, liaison ou déliaison avec les morts. Fabio, est-ce que tu voulais marquer une pause ou on poursuit? Oui, on peut peut-être juste faire une petite pause. C'est vrai Ok, que très bien. c'est un sujet assez important et difficile. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Il y avait 2 questions en attente sur la partie précédente. Une question qui venait de Nathalie par rapport aux institutions, à savoir dans quelle mesure est-ce que les institutions devraient proposer des formations. Croyez-vous que le personnel devrait avoir des formations justement dans le sens de l'accompagnement de fin de vie? Ou alors peut-être, est-ce que vous connaissez des ressources qui permettent d'avoir cet accompagnement? Je n'ai pas d'informations sur cette dimension. Je suppose le problème que je verrai, c'est comment faire pour que les intervenants en santé aient le temps à la fois de faire de mener leur pratique bien et de ne pas avoir des interférences avec le numérique qui peut devenir lourd. Moi, j'ai l'impression que les intervenants en santé vont s'objecter à ce que ça fasse partie de leur programme comme tel, parce qu'ils ont déjà assez à faire à suivre toutes les procédures médicales qui sont nécessaires. Si on pense par exemple à la COVID-19 avec toutes les intubations, et déjà lorsqu'on voit des photos de ces procédures, il y a déjà tout un ensemble d'appareils qui entourent la personne. Je vois difficilement une autre personne s'ajouter qui travaillerait seulement avec les appareils pour donner des images à la famille. J'ai l'impression que ça sera extrêmement difficile. Ici. Peut-être pour un peu plus de facilité, si vous voulez poser la question à l'oral, vous pouvez normalement lever la main ou juste l'indiquer dans la conversation. Le cas échéant, je les lirai. Ça m'aide un petit peu à savoir si je dois attendre ou pas. Soumia disait, plus un témoignage, j'ai vécu l'expérience pour accompagner une personne en fin de vie. Et le numérique est capital pour les immigrants. Oui, ça, je crois qu'elle peut faire, je suppose qu'elle connaît les travaux de Liliane Rachedi et Montgomery là-dessus. Elles ont publié plusieurs articles sur l'importance du numérique pour les immigrants et les relations transnationales. Merci. Je vois que Soumia, vous vouliez éventuellement témoigner. Est-ce que vous aimeriez partager un petit peu votre expérience? Il faut que vous réactiviez votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bonjour tout le monde. Je trouve le point que vous avez soulevé, c'est Nathalie qui a soulevé la dimension de fin de vie. C'est quand même très important pour l'avoir vécu. Vous avez souligné Rachidi, oui, j'ai fait des recherches avec Rachidi justement sur le sujet. Et ayant vécu cette expérience de fin de vie, j'ai trouvé la dimension du numérique est vraiment capitale. La seule problématique en termes de technologie, c'est que les hôpitaux sont faits d'une manière, vous l'avez mentionné, monsieur, concernant l'interférence avec les appareils, mais l'autre élément, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a Internet et le réseau Internet des hôpitaux n'est pas fait pour supporter autant de personnes qui, justement, utilisent ce réseau-là. Par contre, pour la personne qui est en fin de vie, l'impact était énorme. Même faire des vidéos et les faire visionner aux malades sur le plan psychologique, sur le plan des primes, ça a été vraiment extraordinaire. Donc, moi, personnellement, je recommande cette utilisation du numérique, particulièrement quand la famille est très éloignée, les témoignages, les collègues et tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Donc, je sais qu'il y a des programmes où on a donné des tablettes justement pour cette fin, spécialement pour des personnes malades, pas nécessairement en fin de vie, mais pour des personnes malades qui ne soient pas complètement déconnectées de leur famille. Et donc, sur le plan curatif ou sur le plan juste pour adoucir la fin de vie, ça a un impact, moi personnellement, pour l'avoir vécu, très, très, très important.
Donc, c'est juste ça que je veux dire. Puis, la seule chose, c'est que ça prend une personne qui fait toute la coordination des gens à l'extérieur pour par la suite les amener aux malades pour qu'ils les visionnent. Naturellement, c'est toujours mieux si la personne peut avoir une rencontre qui est en direct, sauf que c'est très difficile des fois au niveau de la réception, de la qualité de la connexion. Alors, c'est juste ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être reprendre les deux autres apports qui sont dans la conversation, puis après on va continuer avec la présentation. À mon sens, Isabelle, ça va peut-être un petit peu dans le même sens. Vous n'avez pratiquement pas parlé de la question de l'âge en lien avec les technologies, manipulation difficile, familiarité avec les objets, plateformes, etc. Comment peut-on prendre en considération cette question, sachant que 50% des personnes qui décèdent ont plus de 80 ans et que les endeuillés peuvent être également âgés? Joseph, tu y vas ou je réponds? Vas-y, réponds. Voilà, c'était un point que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est par rapport à l'éducation aux médias. C'est-à-dire on sait qu'il y a une grosse fracture numérique, mais qui est aussi bien du côté ça peut être aussi bien du côté des professionnels de la santé que du côté des personnes en fin de vie. Où là, la question de la manipulation des nouvelles technologies est vraiment difficile. Donc ça, c'est un point qu'on n'a pas soulevé directement, mais ça ressortait souvent. Et l'idée, c'était d'une tierce personne qui fasse la liaison entre les modalités pour organiser un rendez-vous Skype ou une communication numérique, et puis le lien entre famille et puis membres, entourage de la personne en fin de vie, et la personne elle-même. Et donc là, on est obligé de passer par une tierce personne. Donc ça, c'est hyper important. Et il faut que cette tierce personne ait du temps, bien sûr, mais soit à l'aise avec les technologies. Donc c'est vraiment deux enjeux qui ressortaient. Merci. Je vois qu'il y a une autre question sur le Covid. On va en fait continuer la présentation parce qu'il y a un sujet justement qui parle du Covid. Je vous laisse peut-être répondre sur la partie liaison des liaisons. Donc sur la partie liaison et déliaison, on va l'aborder assez rapidement. C'est que assez rapidement parce que c'est une collègue, Hélène Bourdelois, qui aborde énormément cette dimension-là, et également la dimension transhumaniste. Le numérique favorise des relations entre vivants et morts, bien sûr, on l'a compris. Outre la mobilité et la convergence numérique qui les caractérise, ces technologies regorgent de potentialités qui ouvrent des interrogations en termes d'eschatologie. Et donc, il y a une favorisation pour communiquer avec Dieu, avec des esprits, ou la poursuite de ces pratiques religieuses. Il y a des nouvelles formes d'interaction qui voient le jour avec les autres, avec les morts, bien sûr, mais avec les vivants qui entouraient les morts. Et là, on peut s'interroger sur quels sont les registres de ces modes de communication. Est-ce qu'ils relèvent du ludique, du mémoriel, de l'affectif, du symbolique? Certains chercheurs, notamment Gamba, qui travaillent énormément sur ces questions, s'interrogent. Est-ce qu'on est face à une resacralisation de la mort qui met en œuvre des rituels plus personnels, plus intimes, mais que l'on peut aisément partager avec n'importe qui? Donc là, on retrouve la dimension privée-publique qui rejaillit. C'était juste... on a fait assez bref sur cette section-là. Vous voulez poursuivre? Et puis je reprendrai les questions après. Très bien. Là, il y a un autre point qu'on voulait aborder aussi et qui est traité par de nombreuses recherches, notamment, Joseph va en parler avec la Covid, c'est tout l'établissement de ce qu'on appelle les big data, les très grands corpus de traces qui se propagent sur le web et ailleurs dans le monde numérique. Notamment avec toute l'activité, tout ce qui est généré par les données transactionnelles. Et donc là, ce qui est intéressant avec ces très grands corpus de traces, c'est qu'on peut suivre les traces d'activité de populations entières. Avant, on se limitait à un échantillon. Là, la démultiplication des données transactionnelles permet de comprendre, de saisir, de voir l'élaboration des indices de mortalité et d'analyser à la fois les causes en matière d'épidémie
ou de prévention de pratiques à risque. Là, la question des big data soulève des interrogations vraiment importantes. Qui a accès à ces traces transactionnelles? Parce qu'elles sont produites par des sociétés privées, qui sont souvent propriétaires des infrastructures et plateformes numériques. Donc comment on peut avoir accès à ces données? Quels sont les chercheurs qui y ont accès? Et avec quelle forme de contrat avec les entreprises? Dans quel domaine en lien avec la mort et à quelle fin sont employées les méthodes d'apprentissage automatique? Là, on pense à tout ce qui est intelligence artificielle. Et quelles sont les conséquences en matière de politique publique face à ces pratiques liées aux données transactionnelles et liées à l'analyse de ces données massives? Cette problématique, elle apparaît clairement dans le cas de la COVID-19, puisqu'on voit apparaître de nombreux sites qui portent sur le décompte quotidien des infections et des morts aux différentes échelles, monde, continent, pays, région, ville, donc en fonction de différentes variables, l'âge, le sexe, l'origine socio-économique, etc. Donc il y a toute une mise en place de méga-données de ce point de vue-là. Et ce qu'on voit apparaître, c'est des tensions entre les épidémiologistes et les cliniciens. Et à l'intérieur de chacun de ces groupes, il y a des dissensions qui existent quant à l'interprétation de ces données. Et ceci vient nourrir les polémiques sur l'ampleur réelle de l'épidémie et la distinction difficile entre le décès par COVID-19, par morbidité associée, par négligence iatrogénique ou simplement par niveau de mort normale, saisonnière que l'on peut constater. Donc il y a vraiment les dissensions sur l'interprétation des données mortuaires vont nourrir aussi la perplexité des publics, contribuer à la diffusion des fake news et des idéologies complotistes multiples. Des tas de messages vont dire oui, on nous cache la réalité, il y a moins de morts, il y a plus de morts. Il y a donc tout un ensemble de débats qui entourent ces données-là. Et les réseaux sociaux et YouTube contribuent à l'amplification du brouillage épidémiologique, va affecter la réception et l'adhésion aux messages de santé publique qui sont de plus en plus chaotiques et contradictoires, vont créer des formes de rejet et vraiment un agnosticisme par rapport aux approches scientifiques qui vont affecter la confiance dans l'acceptation des vaccins qui sont en voie de réalisation. Et juste pour donner un point là-dessus, ce matin, le Figaro a fait une enquête en demandant aux Français s'ils allaient se faire vacciner ou non pour la COVID-19 et près de 50% des Français ont dit qu'ils ne se feront pas vacciner. Donc il y a vraiment là un enjeu de santé publique important qui est lié à la diffusion par les différents réseaux d'informations plus ou moins exactes et difficilement analysables. Je reprends un témoignage, une question. J'ai également vécu la fin de vie d'une amie à distance. Je garde l'impression que la Covid m'a volé sa mort d'une certaine manière. Les limites des rencontres virtuelles au fur et à mesure de la dégradation de l'état d'un patient en fin de vie sont extrêmement difficiles à gérer, tant pour le patient que pour l'entourage. L'accompagnement d'une personne en fin de vie ne se fait pas seulement avec des mots ou une image. À un certain moment, cela ne fonctionne tout simplement plus. Une recherche sur ces enjeux serait importante. Comment gérer cela? Oui, alors là-dessus, j'ai fait avec une étudiante une analyse des formes de deuil liées à la COVID-19 et effectivement, ce que dit notre collègue se retrouve dans ces données-là, c'est le fait que les gens ont le sentiment que la mort d'un être cher leur a été enlevée et ils vont développer une forme de culpabilité parce qu'ils n'ont pas pu être là. Et dans certains cas, cette forme de culpabilité risque de donner lieu à des modalités de deuil beaucoup plus complexes que les deuils normaux, parce qu'il y a toujours ce sentiment qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour aider la personne
en fin de vie. Et ceci est aussi lié au fait qu'il est très difficile d'être présent au moment de la mort de la personne. Et donc, tout le rituel funéraire de dire adieu est presque impossible. Et ceci va augmenter et va complexifier le rapport au deuil et le rendre beaucoup plus problématique. Il y a des données là-dessus qui montrent comment est-ce que les gens se sentent vraiment interpellés par des morts auxquels ils n'ont pu assister, auxquels ils n'ont pu, comment dirais-je, rendre les derniers devoirs. Et ceci, chez des personnes sensibles, peut créer des difficultés plus grandes dans la gestion du deuil. Et une question en lien de Asma. Certes, la mobilisation des réseaux sociaux dans un contexte de fin de vie peut aider la personne à avoir un lien avec ses proches, mais je me demande s'il y a un enjeu éthique qui peut être soulevé dans le cas où la personne en fin de vie ne saisit pas toutes les dimensions d'utilisation des réseaux sociaux, comme la confidentialité de l'information, la possibilité d'utilisation de données après sa mort. Tout à fait. Et là, alors là, c'est ce que dit, c'est Asma qui a posé la question. Oui. C'est tous les enjeux éthiques entourant la recherche sur ces thématiques-là. Je disais tout à l'heure, par exemple, qu'on a des données sur le suicide sur Facebook, mais la recherche ne peut pas être faite à cause des enjeux éthiques qui entourent les informations, surtout quand la personne est décédée. Donc, on est soumis aussi, et on n'en a pas discuté dans ce webinaire, mais tous les enjeux éthiques entourant la question de la recherche sur la mort, sur le numérique et toutes les contraintes de confidentialité, d'anonymisation, etc., qui doivent être utilisées. Donc, il y a tout un ensemble d'enjeux qui ne sont pas encore bien explorés et pour lesquels actuellement on a des contraintes très fortes qui empêchent la réalisation, même si les données sont disponibles. Et puis surtout, Joseph mentionnait, c'est l'incidence psychologique que peuvent donner lieu ces recherches. C'est-à-dire, tu prenais l'exemple d'un fait divers, un suicide sur Facebook. Il y a eu peut-être 40 ou 50 posts sur ce fait divers-là, mais si tu mets une recherche qui est très publicisée, il pourrait y avoir, je ne sais pas, une centaine de chercheurs qui vont visiter cette page Facebook et attirer l'attention et faire revivre une expérience traumatique en allant visiter cette page ou en la nourrissant et ainsi de suite. Il y a un ensemble de considérations éthiques qui sont difficiles à prendre en compte. Et à l'heure actuelle, en fonction des différents comités d'éthique, les approches ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est important de le prendre en considération également. Il nous reste une dernière partie, vivre en ligne et tuer la mort. Si ça vous va, je vous propose qu'on la fasse maintenant. On finira avec un petit peu de retard, 5-10 minutes. Ok, très bien. Là, ça va être assez simple. Ça aborde la question de vivre en ligne et tuer la mort, l'objectif transhumanisme. Ça pose la question de tout ce qui est l'identité des morts et de leur devenir. Des identités post-mortem en ligne que continuent de fabriquer les endeuillés. Donc, en ligne, les morts continuent d'être des acteurs sociaux, dont l'une des rares caractéristiques est leur survisibilité, qui leur confère une sorte d'immortalité virtuelle. Et la question des données, ante et post-mortem, soulève des questions juridiques et éthiques complexes, on va le mentionner, mais également juridiques, qui varient en fonction des entreprises du web et des cadres législatifs nationaux. Ça veut dire quoi, ça? En fonction des pays, il y a des jurisprudences qui sont distinctes. Et il y a eu de nombreux cas liés, par exemple, des parents qui ont perdu une adolescente, qui s'est suicidée, et qui se sont posé la question, voilà, est-ce que peut-être que mon adolescente était cyber-intimidée sur Facebook, et ainsi de suite.
Mais comment faire pour avoir accès à ces données? Et donc là, il y avait différents cas de figure par rapport aux données post-mortem. Est-ce qu'on donne l'accès aux parents ou est-ce que les entreprises, est-ce qu'on donne l'accès aux parents en disant, voilà, on reprend quelque chose qui relève du patrimoine, ça appartenait à ma fille, donc ça fait partie de mon patrimoine et donc j'y ai accès. Ou au contraire, une fois que la fille est morte, est décédée, toutes les données appartiennent à l'entreprise du web et aucun membre de la famille n'y a accès. Donc en fonction des cadres législatifs nationaux, on va avoir des réponses qui vont être distinctes. Et puis, surtout, ce qui manque, et il y a de plus en plus de choses à cet effet maintenant, c'est quelles sont les volontés concernant le devenir des données. Comment concilier les aspirations de chacun de son vivant avec celles des héritiers, dès lors que des instructions n'ont pas été explicitement formulées s'agissant d'un désir de mortalité ou d'immortalité dans les mondes numériques. Après, les études récentes montrent également que l'accès aux données diffère en fonction des tranches d'âge. Il y a souvent des personnes âgées qui ont décédé et qui avaient tout leur code sur un petit calepin. Donc à côté de leur ordinateur. Et donc il était assez facile d'accéder à leurs données. Mais là, pareil, ça posait des problèmes éthiques. Qu'est-ce que les enfants allaient découvrir en allant sur la page Facebook privée de leur père ou de leur mère, ou ainsi de suite. Donc c'était d'autres enjeux qui étaient soulevés, mais très, très intéressants et très importants également. Un mot de conclusion, ce tour d'horizon n'épuise pas les réflexions sur les enjeux des technologies numériques et ses rapports avec la mort. C'est pourquoi on va les poursuivre, les approfondir, notamment sous deux formes, avec un colloque qui aura lieu le vendredi 12 février 2021, qui est co-organisé avec Gilles Labesca et Hélène Bourdelois, qui se tiendra en format virtuel et qui est gratuit, et qui s'intitule « Les technologies numériques et la mort », dont vous pouvez retrouver l'argumentaire sur la revue Frontières. Une partie de cet argumentaire avait été élaborée avec Hélène Bourdelois et Gilles Labesca, et on a repris certains éléments aujourd'hui qui ont été retravaillés avec Joseph. Et puis, ce colloque donnera lieu à un numéro de la revue Frontières sur cette thématique prévue pour septembre 2021. Et l'appel à articles est ouvert jusqu'en février pour proposer un article sur la thématique technologie numérique et mort. Donc vous êtes vivement invités à relayer cet appel à article et puis à proposer un article. Je vous remercie pour votre écoute, on vous remercie pour votre écoute et on est là pour d'autres questions ou réactions. Merci. Peut-être justement une dernière réaction. Est-ce que l'état de vulnérabilité de la personne endeuillée favorise le recours aux réseaux sociaux pour s'exprimer? Je me demande si avec le temps, les réseaux peuvent se transformer en un outil de réconfort, un outil qui garde les souvenirs de la mort vivant, puisqu'ils immortalisent cet événement par des photos ou vidéos. Et aussi, on pourrait ajouter un outil de dénonciation. De pratique. Ce qui s'est passé avec la jeune autochtone, ça a été diffusé grâce à un téléphone intelligent. Donc il y aurait cette dimension, cet aspect-là qu'on pourrait ajouter par rapport à vulnérabilité et usage des technologies socio-numériques. Oui, et puis ça revient là aussi avec la loi française là, qui est en discussion sur le fait qu'ils vont interdire de filmer ou de mettre des photos des policiers qui ont dans leur action, alors que ces policiers peuvent enfreindre les règles déontologiques de leur corps. Donc il y a toutes ces dimensions-là qu'on n'a pas traitées, celle de l'utilisation des techniques numériques comme protection des droits de la personne comme telle. Alors c'est tout aussi un débat intéressant à mener sur faut-il ou ne faut-il pas permettre ces usages et quels sont les détournements de ces usages qui peuvent être mis de l'avant. Merci beaucoup. Je pense qu'il reste plein de questions ouvertes, mais merci beaucoup. Je pense que vous avez apporté
un regard très riche. Merci Joseph et Mouloud pour cette présentation. Merci aussi à Virginie, qui est en arrière-plan et qui a aidé à organiser cet événement-là au sein du RSPQ. Et donc, comme partagé, en fait, on mettra les références, la présentation et l'enregistrement de la conférence sur la page de l'événement. Et puis, s'il y a des gens qui ont des questions, peuvent ou à Mouloud, à moi, pour moi, peuvent me les envoyer. Je suppose que... J'accepte aussi de les recevoir. Parfait. Est-ce que vous avez éventuellement un courriel que vous pourriez mettre dans la conversation? Bien sûr. Donc, je vais arrêter de partager. Ah oui, mais nous, on n'a pas vu toutes ces questions-là. Enfin, moi, j'étais en plein écran, je ne voyais pas toutes les... On peut les enregistrer, je pourrais vous les envoyer. Oui, c'est possible, ça serait bien. Oui, bien sûr. Donc, voilà, là, les adresses sont mises sur la conversation si vous souhaitez contacter Mouloud et Joseph, ou moi-même. Oui, peut-être juste un point aussi que je voulais mentionner. Donc, comme on parle de la mort, il y a bien sûr aussi parfois des questions liées aux pensées suicidaires et autres. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des pensées suicidaires, vous connaissez un proche qui a des pensées comme ça, de contacter en fait les organisations. J'étais volontaire, par exemple, à Suicide Action Montréal, et ils peuvent vraiment répondre à plein de questions différentes. Si ce n'est pas eux qui peuvent aider directement, ils peuvent vous rediriger sur des autres services. Et je pense que c'est une très bonne équipe. Il y a d'autres équipes, bien sûr, ailleurs. Mais en cas de question, justement, ou d'enjeux comme ça, je pense que c'est important d'oser pouvoir demander. Donc voilà, merci beaucoup à tous, à toutes. Merci de votre participation. Merci. Et puis à une prochain midi webinaire. Je ne sais pas exactement quand il aura lieu, mais vous pourrez certainement retrouver l'information sur ticsanté.ca. Virginie n'a rien à ajouter? Non, je n'ai absolument rien à ajouter. Je trouvais ça passionnant. Je pense qu'on aurait pu encore rester bien plus longtemps. Merci beaucoup pour la qualité de vos questions aussi. Tout a été dit. Rendez-vous sur le site. Abonnez-vous à l'infolettre. On prépare plein d'autres midi-conférences. Merci infiniment à vous trois. Merci. Bon après-midi. À très bientôt.